Alors nous allons continuer ce soir un périple où chacun peut trouver ou non quelque chose qui le stimule, qui l'engage. Ce que j'essaie de développer, c'est une question que je vais introduire ce soir par une citation de Régis Debray dans son livre « Vie et mort des images ». L'Occident a le génie des images parce qu'il y a 20 siècles est apparue en Palestine une secte hérétique juive qui avait le génie des intermédiaires. Le christianisme, grâce au dogme de l'incarnation, a tracé la seule ère monothéiste où le projet de mettre les images au service de la vie intérieure n'était pas, dans son principe, idiot ou sacrilège. Alors, bien sûr que c'est l'opinion que développe Régis Debray. Pour un psychanalyste, les choses ne sont pas tout à fait aussi évidentes. Néanmoins, la supposition qui peut apparaître à un moment dans le transfert concernant ce qui va s'appeler dans nos références psychanalytiques le fait qu'il y ait du corps partitif, c'est du partitif, une partie, une part, mais aussi une partition comme en musique, qu'il y ait du corps et quelque chose qui, nous le savons, dans le transfert, quand ça peut advenir, est quelque chose qui va conduire au changement. Ce qui signifie que ça ne va pas de soi du tout, que dans le transfert, le psychanalyste est concerné, évidemment, à son insu, évidemment, et que c'est dans une rencontre qui noue l'immatériel, et nous allons voir dans quelle mesure cette question de l'incarnation ne correspond pas du tout à ce qu'on peut appeler la matérialité du corps ou la forme humaine. Donc l'immatériel, l'invisible et l'inouï. Autrement dit, c'est une façon de prolonger ce que Lacan a proposé comme a nommé comme pulsion allocante. Ça prolonge le travail d'analyse d'éveil, mais ma façon à moi de le passer, ce travail, la façon dont Lacan pose les choses, c'est autrement, pour autant que je viens d'un univers symbolique qui est l'univers chrétien. Autrement dit, il ne s'agit pas évidemment de faire la défense de la religion, ça c'est pas du tout ça, mais d'essayer en tant que psychanalyste, c'est-à-dire ce que l'on appelle rapidement profane. Profane, ça veut dire devant le temple. Donc de s'extraire de la dimension du temple, quel qu'il soit, pour tenter, essayer de faire apparaître autre chose que ce que l'on rencontre
rencontre habituellement. Or, s'il était autre chose que ça, et sans se réfugier rapidement sur ce que l'on appelle en psychanalyse la dimension des objets partiels. Parce qu'il faudrait préciser aussi ce que sont les objets partiels, oral, anal, bien sûr phallique, génital, et puis les deux qui vont pas de soi mais qui sont d'une grande importance, qui sont les dimensions justement sur le plan de la pulsion scopique et de la pulsion invocante. Le corps, nous pouvons aussi dire que c'est ce qui résulte d'un nouage, et c'est ça notre perspective, réelle, symbolique et imaginaire, bien sûr, mais ça ne dit pas ce qui fait qu'à un moment, de façon énigmatique, ça peut apparaître. Donc, c'est quelque chose qui n'obéit évidemment pas à une préparation. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que c'est une réponse à une rencontre, à un savoir, et que c'est en lui-même un savoir. Alors, pour avancer, je ne vais pas reprendre ce que j'ai essayé de dire samedi à Saint-Paul-de-Vence, parce que ça va paraître sur le site, sur son écrit, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. J'ai essayé de faire un parcours en faisant des correspondances entre l'univers grec et très rapidement quelques éléments de l'univers judaïque, pour autant que vers le 5e, 6e siècle, il se passe des choses dans l'un et l'autre qui sont assez sans doute intéressantes. Un mot seulement, on pourrait dire que ce qui se passe à partir de la période obscure, c'est-à-dire à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans l'apparition de la citoyenneté en Grèce, à partir de peuples qui sont venus envahir la Grèce, c'est l'apparition de quelque chose qui va conduire à une égalité, on les appelle les homoioi, les égaux, et pour bien montrer que c'est quelque chose qui se joue entre les citoyens, on ne va pas parler d'Athènes, on va parler des Athéniens, oi Athénaioi. Et ce qui apparaît, c'est l'importance de l'écriture, et donc d'une loi écrite, et donc du fait que sur la côte ionienne, l'école de Milet va développer par le biais de Thalès, que vous connaissez, d'Anaximandre, que vous connaissez peut-être moins bien, d'Anaximène, que vous connaissez peut-être encore moins bien, toute cette question de la dimension d'une origine qui serait liée à une matière particulière qu'on ne peut pas imaginer, parce que je crois qu'on n'a pas du tout les références que pouvaient avoir les Grecs, mais enfin c'est quelque chose qui se caractérise par transmettant quelque chose de l'ordre du vivant, la physis. Et puis tout, dans ce contexte-là, ce qui est posé comme question, c'est comment il est possible de figurer aussi bien les divinités, le divin, que le mort. Et il va y avoir une bascule au moment de la période classique, 4e, 5e siècle, avant de la période dite archaïque, puisque la techné, et notamment la sculpture,
va viser à présentifier l'existence d'une image. D'une image, le mot apparaît l'image, avant c'est les idoles. Colossone, celles qui sont fixées dans le sol, figées, ou Xoana, celles qu'on peut emmener avec soi, avec tous les caractères de Xoana, qui présente notamment le caractère de ne pouvoir être vu que par certains initiés. Donc d'emblée, il apparaît qu'en dehors de ce qui se développe dans la cité, de ce qui se développe par le biais des présocratiques, la côte ionienne, il apparaît qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que le divin ne disparaît pas comme ça, c'est pas la raison qui apparaît, le divin disparaît, puisque, vous savez, se développent des groupes, des sectes religieuses, c'est toute la question des mystères, c'est tout ce qui va tourner autour du culte de Dionysos. Et puis, encore au-delà, se développe ce que l'on appelle dans la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud, toute la question d'être plus particulièrement, justement, dans une secte, et que va se développer progressivement une certaine conception de l'âme qui va entrer en opposition avec le corps, et que donc c'est au 4e, 5e siècle que tout ça va devenir assez rationnel. Mais ce qui est important, c'est de montrer que c'est bien de définir qu'il y a d'une part ce qui est officiel, ce qu'on peut voir, il y a des idoles qui sont présentées, et puis il y a quelque chose d'autre qui se développe et qui participe d'un rapport particulier au divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, dans le développement de la pensée grecque, quelque chose qui se fait en dehors du divin. Vous savez que c'était important pour les personnes, et c'était ouvert à tout le monde, c'était important de pouvoir effectivement participer au mystère, par exemple à l'Éleusis, et que ça donnait une certaine, je crois qu'on pourrait dire comme ça donnait pour ceux qui l'avaient fait, bien sûr une promesse de quelque chose, mais tout se passait comme si ça donnait une certaine filiation par rapport au dieu, à la déesse qui était en jeu dans les mystères. Bon. Il y a donc ça qui se développe, ce rapport au divin qui est toujours présent, même s'il n'est pas évident, cette dimension de la physis, on en a parlé récemment à l'UNESCO, plus particulièrement, et puis peut-être que dans quelque chose d'assez complexe, il y a donc dans l'univers judaïque, que je connais beaucoup moins bien que certains d'entre vous, il y a donc vers la même période, 5e, 6e siècle, le fait que tout se passe comme si les prophètes, alors est-ce qu'ils sont devenus sourds, ou est-ce qu'il n'y en a plus, ou est-ce que c'est Dieu qui ne leur parle plus, enfin il y a un appel qui n'est plus entendu, et qu'à ce moment-là apparaissent ceux qui sont séparés d'eux, les pharisiens, qui vont commenter les textes. Autrement dit, on est dans un univers particulier, c'est difficile de faire, d'aller de l'un à l'autre, mais néanmoins il y a sans doute quelque chose, et puis il est assez classique de dire, mais encore faut-il peut-être en dire un peu plus, qu'il y a 2000 ans va apparaître quelque chose de nouveau, c'est ce que semble dire Régis Debray, à savoir que dans l'univers, notamment dans l'univers un peu particulièrement du monde juif, il apparaît quelque chose d'autre, et tout ceci, et c'est ça que je voudrais développer avec vous, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse comme psychanalyste, enfin qui m'intéresse moi, ce quelque chose est nommé mystère de l'incarnation. Mystère de l'incarnation, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que évidemment on en parle, mais on en parle comme si on parlait d'une chose relativement simple, c'est-à-dire du fait qu'il y a une forme humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui s'appellera le Christ, une forme humaine, il est envoyé par Dieu, c'est le Fils de Dieu, enfin comme ça un discours, je dirais, très philosophique ou psychologique, sans véritablement prendre la mesure de ce qui est en jeu, en fait, à ce moment-là, et pour vraiment prendre compte
prendre en compte de ce qui est en jeu, je crois qu'il faudra attendre, c'est ce que j'ai déjà développé ici, 7 siècles, 8 siècles, c'est-à-dire la querelle des images à Byzance, et puis ce que je propose, c'est que la psychanalyse n'est pas sans rapport avec tout ça, d'une façon ou d'une autre. Avec Lacan notamment, dont vous connaissez la façon d'interpeller l'auditoire. Vous ne comprenez rien du tout, ça qui parle à cet auditoire, vous n'entendez jamais rien quand je vous parle de la vraie religion, le christianisme. Évidemment, on peut considérer qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui était entendu quand il parle de ce qu'il appelle l'historiole du Christ. Et c'est dans des séminaires importants, c'est le séminaire en Corse, le séminaire les noms du Père, c'est le séminaire où véritablement il aborde cette question du corps. Alors, oui, on a donc d'un côté ces références historiques, appelons-les peut-être ces histoires, qui ont une valeur comme des histoires que peuvent raconter quelqu'un sur un divan. Elles sont tout à fait importantes, mais on sait que ce qui est important, c'est pas l'histoire, c'est le moment où tout à coup il y a un lapsus. C'est-à-dire où il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui signifie que c'est pas si simple que ce qu'on a pensé. On peut dire il y a au moins un conflit psychique, il y a un lapsus, ou il y a un mot qui ne vient pas. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et cette dimension-là du corps, telle que Lacan la reprend, je pense qu'on ne peut pas trouver ça avec Freud. Je suis désolé pour ceux qui... vous savez que Freud, dans cette perspective-là, il en reste quand même, il en reste à Saint-Paul, hein, si on prend un peu les choses. Lacan nous propose qu'il y a quand même autre chose dans Saint-Paul, justement, c'est ce que je voudrais essayer de vous dire. C'est-à-dire que c'est toujours la même question, on peut lire quelqu'un, toute la question est celle de savoir, comme quand on écoute quelqu'un, toute la question n'est pas d'écouter, c'est de savoir ce qu'on entend, de même quand on lit, c'est de savoir ce qui nous arrête. Alors, il y a quand même quelque chose que personnellement j'ai lu et relu sans y entendre grand-chose pendant des années, c'est cette phrase: l'analyse, la psychanalyse présume du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Ça, c'est une citation du séminaire encore de Lacan, je crois que c'est le chapitre intitulé Savoir et vérité. Alors, la psychanalyse présume du désir, à entendre comme on veut, notamment sur cette dimension du pactif dont j'ai parlé tout à l'heure, présume du désir qu'il s'inscrit, il s'agit de quelque chose, non pas qui est écrit en tant que tel, ou alors il faut prendre l'écrit au sens de Lacan, pas l'écriture au sens habituel du terme, qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Et là est lâché quelque chose par le biais de la contingence corporelle, qui est que cette question, cette dimension du corps apparaît de façon contingente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là de façon constante, bien sûr, et qu'elle apparaît, et là il faut se resituer dans la façon dont Lacan, à ce moment-là, à d'autres moments c'est autre chose, vous savez, la façon dont il articule toujours, il va citer dans le schéma L, le sujet se met en quatre, toujours par rapport à quatre éléments, schéma L, le graphe, les quatre discours, S1, S2, S barré, petit a, il y a toujours quatre éléments. Et là, les quatre éléments, c'est la contingence, l'impossibilité, le nécessaire, la contingence et le possible. Alors, je reprends les choses. Parce que ça va nous permettre un peu d'avancer dans ce qu'on appelle habituellement la structure
la structure, c'est-à-dire dans le fait que le discours, puisque c'est ça qui nous arrête, qui nous retient, le discours, évidemment, puisque c'est ça qui, la psychanalyse, c'est le discours psychanalytique, pour autant que le discours psychanalytique fait exception du fait qu'il est le seul à ne pas se prendre pour la vérité, comme il le dit vers ces années-là. Les autres, discours universitaires, discours hystériques, discours du maître, se prennent pour la vérité. C'est tous des mots, évidemment, à essayer de développer, mais c'est pour montrer que cette dimension du discours analytique, dont nous savons le surgissement, évidemment, sur le mode de la contingence, c'est pas quelque chose, c'est pas un discours sur la psychanalyse, c'est le discours psychanalytique. Eh bien, qu'est-ce qu'il est possible de dire de cette apparition du corps au moment où elle advient? Et la question que je posais tout au début, c'est dans quelle mesure cette apparition peut, du seul fait qu'elle est présente, peut supposer que l'image, justement, cette image qui est engagée à ce moment-là, qui n'est pas tout à fait l'imaginaire, mais enfin qui n'est pas très loin de ce que Lacan appelle l'imaginaire, si on noue l'imaginaire au réel, au symbolique, bien sûr, puisque c'est toujours un nouage d'étroit, il n'y a pas à séparer là, si on les sépare, c'est un peu parce qu'on est limité au niveau de la pensée, mais il y a toujours le nouage d'étroit. Autrement dit, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un savoir à ascendance imaginaire, à un moment, se noue autrement et qu'apparaisse un autre type de savoir particulier qui conduit au changement, puisque c'est ça l'important. Alors la contingence, je reprends la psychanalyse à entendre comme, avec ce que j'annonce comme le discours psychanalytique. La psychanalyse présume du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Tous les mots comptent. C'est pas de la contingence corporelle, c'est d'une, comme il a dit auparavant, en opposant le discours du tout homme, celui qui ne cesse de tourner en rond, le fait qu'une femme, ça peut se produire. On est dans le discours, on n'est pas dans la différenciation sexuelle. Et que cette une femme, ce discours de l'un correspondant à une femme, ouvre sur autre chose qui a été appelé dans le même moment du côté du, en opposition au tout homme, du côté du pas tout. Alors, il y a donc quelque chose qui est inaccessible, qui est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est l'impossible, c'est le trauma, c'est le réel. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Et en fait, ceci est recouvert par ce qui ne cesse de s'écrire. Ce qui ne cesse, nécessité. C'est la nécessité. Donc, dès que je parle, dès que je lis, dès que le psychanalyste écrit pour se faire comprendre, eh ben, il est là, il est dans le ne cesse pas de s'écrire, hein, c'est quelque chose qui a une fonction importante. Mais l'important, c'est le fait qu'à un moment, de ce ne cesse pas de s'écrire, apparaissent, cesse de ne pas s'écrire. La contingence. À entendre par cesse de ne pas s'écrire ou cesse de ne pas s'écrire. Tout est dans la façon dont le corps, justement, peut dire quelque chose. Et alors, si ce temps particulier,
ce temps peut advenir, alors le possible deviendra ce qui cesse de s'écrire. Ce qui cesse de s'écrire. Vers la fin de son enseignement, Lacan, vous savez, s'est posé la question de la passe. Il a même dit que c'était un échec. Il pose la question de la transmission, en disant la psychanalyse n'est pas transmissible. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et c'est comme tous ces énoncés, c'est pas des jugements. Et il ajoute que ça veut dire que, c'est pas dit comme ça, enfin moi je le reçois comme ça, ça veut dire que chaque psychanalyse, c'est pas la psychanalyse qui est transmissible, c'est chaque psychanalyste a inventé la façon dont la psychanalyse doit durer. Donc la psychanalyse est transmissible. Et évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque psychanalyste a inventé la façon dont la psychanalyse doit durer. C'est ça. Donc c'est pas du tout un échec en tant que tel. La passe est un échec en tant que peut-être procédure, au sens où ça ne lui a pas apporté, mais ça n'empêche pas que chaque psychanalyste a inventé la façon dont la psychanalyse doit durer. Et ceci à partir du temps, là je le cite de mémoire, pas du temps, à partir du point où il a été un temps psychanalysant. Chaque psychanalyste a réinventé la psychanalyse pour qu'elle puisse durer à partir du point où il a été un temps psychanalysant, participe présent. C'est dans l'acte lui-même que ça se joue. On ne peut pas mieux dire du rapport entre le psychanalyste et l'artiste, et de ce nouage à psychanalyse et politique. Si on sort la politique, évidemment, de sa définition habituelle. Ça entraîne quelque chose qui est un autre rapport au monde. C'est comme ça que ça pourrait être. Alors, ce soir, pour un petit peu prendre en compte ces éléments-là, je voudrais à nouveau dire un mot sur cette querelle des images. Parce que il me semble qu'il y a un patriarche, Nicéphore le patriarche, qui écrit dans son ouvrage qui s'appelle Les Anti. Dans un ouvrage, il écrit quelque chose qui est très proche de la façon dont Lacan va nous transmettre ce qui est en jeu dans le transfert. Nous sommes au 8e siècle. Dans son ouvrage qui s'appelle Les Antirétiques. C'est en grec. Antirétique. Il écrit ça entre 818 et 820. Il a dû s'exiler. Il était très proche de la cour, à Byzance. Il a dû s'exiler dans la deuxième querelle. Et la deuxième querelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième querelle, elle s'élabore à partir du fait que il s'agit de prendre des arguments, de trouver des arguments qui réfutent un certain nombre de notions, et ces arguments visent en fait à revenir sur ce mystère de l'incarnation. En passant par Paul de Tarse,
en passant par Augustin, de Tagaste, et je vais dire un mot là-dessus parce que, évidemment, vous savez, les multiples emprunts de Lacan à Augustin. Bon. L'imajouissance, c'est lui qui s'imageait, l'imajouissance de celui qui voit, du conlactoneum, qui voit le frère de lait là-haut, au sein de la mer. C'est-à-dire qui voit quoi? Qui voit le fait qu'il y a du désir de l'autre. C'est-à-dire que le frère de lait, justement, il est animé par le désir de l'autre et que d'une certaine façon, il a l'objet. C'est-à-dire qu'il n'est plus tellement désirant à ce moment-là. Et lui, il découvre ce qu'est la haine qu'il peut y avoir, articulée au désir. Alors, ce qui est important dans ce qui a lieu à Byzance, alors j'emprunte aussi un certain nombre d'éléments à Marie-Josée Monza, qui a beaucoup travaillé cette question, notamment cette période-là, c'est qu'elle articule tout son travail autour de, on va appeler insignifiant bien sûr, ce passage de l'oikonomos à l'eikonomos. Nomos c'est la loi, eiko ça veut dire regarder, et icône, voir. Oikos c'est la maison, donc c'est quelque chose qui touche à une certaine façon de gérer quelque chose de particulier et de gérer d'une certaine façon ce qui peut être vu. Alors, ce qui est important, c'est que